Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour le live pitch. Donc aujourd'hui, c'est Nadège Blanc et Maxence Mendez qui vont nous présenter le projet MIAC. Donc Nadège, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Donc, je suis Nadège Blum, chercheur au CNRS, au laboratoire Image-Ville Environnement, qui est un laboratoire situé à l'Université de Strasbourg. Donc, on va faire cette présentation à deux voix. Il y a Maxence Mendez, donc d'Octopus Lab, qui prendra la parole après mon intervention. Donc, vous nous avez demandé de présenter le projet MIAC. Donc, MIAC, c'est pour Monitoring of Indoor Air Quality. On aime bien mettre un peu de l'international dans nos recherches. L'objectif, c'était de développer une méthodologie couplée, mesure modèle, pour une meilleure surveillance de la qualité de l'air intérieur. Donc, attendez, voilà. Pour commencer par le contexte, nous passons en fait 80 à 90% de notre temps dans des environnements intérieurs qui sont aussi des environnements pollués, voire parfois même plus pollués qu'à l'extérieur. Donc, dans ces environnements intérieurs, on a une diverse variété de polluants et de sources de pollution. Et c'est souvent un problème qui est négligé, bien que les enjeux sanitaires soient clairement affichés et ont été estimés. L'ANSES, ABM et le CSTB ont estimé en 2011 que cette qualité de l'air intérieur était responsable de plus de 20 000 décès prématurés en France pour un coût estimé de 19 milliards d'euros. Donc, on a un cadre réglementaire qui a été mis en place via la loi du Grenelle 2 en 2010. Alors, attendez, j'ai un problème pour passer mes slides. Ah voilà, ça y est, il faut que j'utilise ma souris en fait. Cette loi a imposé la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a inscrit en fait notre proposition, une première proposition de projet qui a été proposée à l'ADEME et financée par l'ADEME dans le cadre du programme Primequal, qui s'appelait Mermaid, le projet Mermaid. Et dans ce projet, l'objectif était d'aller regarder la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments BBC. Et nos collègues expérimentateurs ont développé un certain nombre de campagnes de mesure et ils nous avaient demandé en tant que modélisateurs de développer un modèle de la qualité de l'air intérieur qui pourrait permettre de comprendre en fait et d'aller investiguer les déterminants de la qualité de l'air intérieur. Donc, sur cette demande, on a en fait développé le modèle Inca Indoor, et c'est un modèle mathématique avec des équations mathématiques qui, à partir d'une certaine connaissance du bâtiment, notamment les émissions qu'on peut avoir par les surfaces qui composent en fait un bâtiment, une pièce, au vu de l'activité qui peut être menée aussi au sein du bâtiment, eh bien, nous, on peut développer des équations qui nous permettent de résoudre la chimie. Une chimie qui nous permet d'envisager les interactions entre les gaz et puis la production d'autres polluants, voire aussi le dépôt de ces polluants sur les surfaces, voire sur les occupants qui peuvent y habiter. Voilà, donc on a développé ce modèle et puis on l'a appliqué en fait à une pièce qui n'était pas occupée. Alors vous voyez là, on voit sur cette image, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc vous voyez ici quelqu'un qui est dans la pièce qui était étudiée dans le cadre du projet Mermaid, et la pièce d'à côté qui, elle, n'était pas étudiée, mais qui recevait l'ensemble des instrumentations pour aller étudier la qualité de l'air au sein de ce bâtiment. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre en place de telles campagnes de mesure tous les jours. C'était un travail monumental, mais qui nous a permis, nous, de contrôler
que notre modèle ne simulait pas n'importe quoi. Et donc, on avait suffisamment de données pour vérifier que ce modèle donnait des informations pertinentes. Et il nous a permis de comprendre la pollution. Alors, visiblement... Voilà. Donc, ce projet Mermaid nous a permis donc d'acquérir des données sur l'environnement intérieur, de développer un modèle et d'aller regarder si ce modèle reproduisait la chimie. On a pu constater qu'en fait, il y avait une photochimie de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait observer à l'extérieur pouvait aussi se développer à l'intérieur, ce qui n'était pas évident puisque les conditions de rayonnement, les conditions d'émission sont pas du tout les mêmes. Donc, on a pu valider notre modèle par toutes les données, et pas qu'uniquement ces données expérimentales, mais on a été aussi les chercher dans d'autres instituts pour montrer que le modèle nous donnait des résultats tout à fait cohérents. Et en fait, en 2007, on a transféré cet outil à Octopus Lab, qui a en fait émergé de ce projet, puisque Maxence Mendez est la personne qui dirige cette entreprise, mais était aussi la personne vraiment clé de notre projet, puisque c'était lui qui arrivait à dialoguer entre les expérimentateurs et la modélisation, et qui a abouti au développement de cet outil Incainor. Alors, rien n'était fixé, on ne savait pas que cette start-up allait exister. Il l'a créée et en fait, cette société qui a été créée sur la base de ses travaux nous a permis d'explorer en fait la qualité de l'air intérieur dans d'autres bâtiments pour aller aider le projet de construction et de rénovation de bâtiments. Mais la question qui s'est posée en 2009 et que Maxence nous a posée, c'est comment est-ce qu'on peut suivre et anticiper la qualité de l'air dans un environnement occupé. Alors évidemment, une pièce vide, c'est beaucoup plus simple. Une pièce qui est occupée par des enfants, par des gens qui ont des activités et qui ont des activités, ne serait-ce que par leur présence, émettent une pollution de l'air, hein, mais par leurs activités de peinture, ça peut être aussi dans des hôpitaux, d'utilisation de produits ou simplement d'activités de ménage participent en fait à la pollution de l'air. Donc la question était de savoir comment est-ce qu'on pouvait suivre la qualité de l'air en environnement occupé. Alors le projet MEAC a eu pour objectif de préparer une campagne de mesure en environnement occupé. C'était vraiment l'objectif. Donc, ce qu'on a fait avec le fonds de dotation R et l'aide de 15 000 € qui nous a été attribué, a été d'acheter des capteurs de pollution qui nous permettaient de mesurer le CO2, des COV légers, des PM dans différents pièces. Donc, on a installé en fait des capteurs au sein de la faculté de géographie, qui est là où je mène mes activités de recherche. On a même été aidé par la zone atelier environnementale urbaine pour acheter un capteur supplémentaire pour aller mesurer la pollution de l'air à l'extérieur. Et l'objectif a été de suivre la qualité de l'air intérieur en occupation, c'est-à-dire ces bureaux étaient occupés par des étudiants, des chercheurs pendant leur activité. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est de mettre en application notre modèle. Alors, évidemment, le modèle, ce qu'il faut imaginer, c'est que le modèle ne peut produire que ce qu'on lui propose de faire. Si on n'a pas d'informations sur les constitutions des murs, si on n'a pas un minimum d'informations sur le système de ventilation ou la structuration même du bâtiment, le modèle ne va pas donner des bons résultats. Alors là, ce qu'on a voulu justement faire, c'était de ne pas trop prescrire, de prescrire le minimum d'informations sur le bâtiment, de l'information qu'on avait à disposition, surtout de ne pas aller d'utiliser d'autres informations que ces micro-capteurs qu'on avait placés, qui pouvaient mesurer des concentrations, et d'utiliser nos simulations pour essayer de regarder comment, à l'aide d'un modèle, on pouvait éventuellement prédire ce qui allait se passer tout en utilisant l'observation comme une indication sur les erreurs du modèle. Donc la question était de regarder en fait
l'information du capteur, la comparer à la simulation, de se rendre compte qu'il pouvait y avoir des erreurs, d'exploiter cette information sur les erreurs, à savoir quand est-ce qu'elles étaient produites, quelles étaient les sources possibles d'erreurs sur la simulation, et puis d'apporter des corrections. Mais des corrections, évidemment, d'avoir un développement, donc toute la méthodologie visait à en fait exploiter de manière assez automatique les erreurs comme des sources d'information pour aller améliorer la simulation de notre modèle et donc d'améliorer les prédictions pour les jours d'après et de progressivement améliorer le suivi de la qualité de l'air. Alors, pour vous donner un exemple très concret, donc, on peut connaître la ventilation, hein, les périodes de ventilation du bâtiment. On peut envisager comme en violet sur la courbe l'occupation d'un bâtiment, et puis on peut en regarder aussi quelle est l'observation qui est faite et la prévision qui est faite. Alors, typiquement, sur les concentrations de CO2, ce qu'on voit, c'est que sur à la fin, le troisième jour, eh bien, on a une erreur importante entre l'observation et la prévision. Et là, l'idée, c'est de se dire, mais d'où vient cette erreur? Alors, sur le CO2, c'est facile, puisque le CO2 provient principalement des occupants. Donc, on peut se dire qu'effectivement, là, on se trompe sur l'occupation. La question, c'est, est-ce qu'on se trompe sur l'occupation de manière exceptionnelle, parce qu'on a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, ou alors est-ce que c'est une activité régulière et qui va nécessiter d'être prise en compte pour les prochaines prévisions? Voilà le concept de la méthode qu'on a développée et de l'utilisation qu'on a faite des observations. Alors évidemment, la méthodologie ne peut fonctionner que si on a une certaine régularité dans l'évolution des changements. C'est-à-dire que si l'erreur détectée n'apparaît qu'une fois, on ne pourra rien faire de cette information. Par contre, si l'erreur est systématique, alors dans ce cas-là, il est nécessaire d'apporter des corrections au bâtiment. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute information sur des changements est importante. C'est-à-dire que si, par exemple, on sait qu'il y a une activité qui a changé dans le bâtiment, on ne va pas laisser le modèle forcément faire la correction. Autant lui apporter l'information puisqu'elle est disponible. Dans ce cas-là, la prédiction sera d'autant meilleure pour les jours d'après. Alors, le problème de notre expérimentation, c'est qu'on a fait cette expérimentation en plein dans le Covid, c'est-à-dire que l'occupation du bâtiment était quasiment imprévisible. Donc, on a quand même réussi à trouver quelques périodes dans notre activité qui nous a permis de tester la méthodologie et donc d'avoir quelques résultats intéressants pour alimenter la thèse de Corentin. Mais je vais laisser la parole à Maxence. Donc Mendes de Octopus Lab qui maintenant va vous expliquer comment la méthodologie qui a été développée et testée grâce au fond du dotation R, comment cette méthodologie est utilisée maintenant à Octopus Lab. Tu as la main, Maxence? Je ne sais pas si j'ai la main. Ah. Sinon, sinon, je peux partager mon écran et puis comme ça, je n'aurais pas à te demander de passer. Ouais, ou alors tu me dis next, c'est comme tu veux. Ok. On va rester comme ça alors. On reste comme ça. Allez. Du coup, bonjour à tous. Nadège m'a présenté un petit peu, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Chez Octopus Lab, on travaille sur la qualité d'air intérieur. Il y a un volet conception et ce volet exploitation. C'est un produit qui s'appelle chez nous Indalo Supervision. C'est une plateforme web qui permet de monitorer la qualité de l'air dans les bâtiments et en même temps d'avoir un tas d'usages dû au fait qu'on vient notre ADN, c'est de faire de la prévision de qualité d'air et pas juste de l'affichage de données en temps réel, mais bien de prévoir ce qui va se produire pour anticiper, pour agir. Alors, tu peux avancer un tout petit peu, Nadège. Là, vous avez juste une vue de la plateforme. Voilà. Merci. Reviens un tout petit peu. Ouais, attends, tu sais quoi, je vais partager. Ce sera plus simple parce que, oui, parce que le texte arrive par étapes, ce serait beaucoup plus
faut que tu quittes ton partage parce que je peux pas reprendre la main. Hop, merci. Ah oui, ça marche. Voilà. Hop. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Oui. Ok. Hop, je rattrape mes wagons. Voilà. Alors du coup, notre boulot, c'était déjà de travailler avec le livre pour développer MIAC. On avait encore hébergé une thèse qui était en cofinancement ADEME Octopus Lab, qui était hébergée au livre avec Nadège Blond, qui a travaillé là-dessus pendant 3 ans. Et donc, pourquoi on veut faire de la prévision sur des bâtiments opérationnels, c'est typiquement pour limiter le nombre de capteurs qu'on pourrait déployer dans un bâtiment, parce que à la manière de ce que pourrait faire Atmo avec un maillage de son territoire, avec des stations de référence idéalement réparties dans le territoire, on n'a pas besoin de multiplier le nombre de stations parce que la simulation qui s'appuie sur ces données de référence permet de couvrir le reste du territoire. La stratégie, c'est exactement la même dans un bâtiment. L'analogue, il marche. Pour avertir les utilisateurs de pics de pollution, d'épisodes de pollution, de comportements adoptés. Est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres ou pas? Typiquement, est-ce qu'il y a un pic de pollution extérieure ou intérieure et donc comment on peut agir? Et puis, dans un but un peu absolu et d'automation, c'est qu'on peut équiper le bâtiment de systèmes de régulation et on va contrôler les équipements, alors HVAC, de ventilation, pour maintenir une qualité d'air, pour la contrôler, idéalement même pour améliorer sa performance énergétique. Donc, ce que je disais là, donc là, c'est une vue du logiciel. On peut voir ici un plan des tâches de la fac de géographie. Donc, le bureau de notre doctorant qui était quelque part par ici, où ont été mis les capteurs de qualité de l'air pendant le projet MIAC. Et pour autant, on peut faire une simulation sur l'ensemble du reste des pièces. On n'est pas nécessairement avec un capteur par pièce pour avoir ces infos-là. Donc là, Nadège vous a montré un exemple qui portait sur le CO2. Donc forcément, on n'a pas l'info très fine de est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas dans la pièce d'à côté, parce que la présence d'une personne dans un bureau ne renseigne pas sur la présence dans le bureau d'à côté. Mais par contre, sur ce qui est des niveaux de particules fines, des niveaux de composés organiques volatiles totaux, il y a des informations qui sont recoupables et qui sont transférables à d'autres pièces du bâtiment, avec toutes les précautions qu'il faut avoir. Donc cette méthode-là, elle est implémentée. Elle permet de voir aussi ce qu'on prévoit, ce qui est en train de se passer. Donc là, ici, on a une vue qui présente les simulations dans un bureau avec en bleu les mesures des 12 dernières heures, en vert les simulations sur les 24 heures à venir, et donc ça permet d'avoir de l'information, sur les 12 heures à venir, ça permet d'avoir de l'information pour savoir ce qui va se produire. Ça permet de faire des alertes. Hop. Donc on n'a pas juste des alertes en temps réel, on a des alertes prédictives. Donc là, j'ai un peu flouté ça, mais globalement, on peut avoir, ça c'est un screenshot qui date de ce matin. Ce matin, je pouvais savoir à 10 heures qu'à midi 10, il y allait avoir un dépassement en CO2 dans cette pièce-là, de ce bâtiment-là. Et donc, il peut y avoir un envoi de mail qui est programmé, il peut y avoir une alerte sur un écran qui peut être affiché pour communiquer avec les occupants du bâtiment ou avec les services techniques. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été rendues possibles par la méthode MIAC. Donc sur la partie régulation des équipements, ce qu'on est capable de faire chez Octopus Lab actuellement, hop, je vais passer tout de suite tout ça, hop, voilà. C'est qu'un système de ventilation dans un bâtiment tertiaire, globalement, c'est une centrale de traitement d'air. Ce sont un réseau de ventilation et des éléments terminaux qui vont souffler ou extraire de l'air des pièces. Et donc, on est capable de piloter tout ce réseau-là en fonction de ce qui est disponible dans le bâtiment. 90% des écoles publiques, enfin, en tout cas, l'école primaire, enfin, élémentaire, ne possède pas de système de ventilation, donc on ne peut pas le faire. Mais dans les bâtiments qui sont ventilés, on peut piloter à l'échelle de la centrale, décider de l'allumer, de l'éteindre, de baisser les débits, de les augmenter, changer le taux de recirculation d'air ou le taux d'air neuf. On peut moduler des registres intermédiaires, donc il peut y avoir des registres par zone ou par étage d'un bâtiment, on peut contrôler, et on peut contrôler des éléments terminaux si ceux-ci sont pilotables. Et donc c'est comme ça qu'on peut ajuster le plus finement possible le niveau de qualité d'air des bâtiments avec le niveau de ventilation qui est exactement celui qu'on aura besoin dans un but de performance énergétique. Cependant, la méthode, elle n'était pas finalisée à la fin du projet MIAC et de la thèse de Corentin pour être implémentée. Donc, on a dû continuer à l'améliorer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme amélioration sur cette méthode? C'est qualifier la donnée brute de ces microcapteurs, connaître le temps d'apprentissage qui est nécessaire parce qu'on est sur un algo d'intelligence artificielle. Donc, plus on a de données,
plus le système apprend et plus il apprend, plus il est performant. Et donc, il y a un temps critique qui est minimal pour qu'il puisse travailler correctement. Il fallait qu'on le qualifie parce qu'on va pas, je reviens un peu en arrière, piloter un équipement en fonction de prévisions. Si les prévisions sont pas fiables, donc il y a une grosse phase de validation qui est nécessaire. Et puis ensuite, voilà, je vais vous détailler un tout petit peu ça. Tiens, c'est marrant, tout ça m'arrive complètement en dehors. Donc sur la donnée brute, en gros, les microcapteurs, appareils facilement déployables, appareils qui coûtent pas cher, mais qui n'a pas une précision absolue, qui n'a pas la précision d'un appareil de référence. Donc dans les ASQUA, c'est quelque chose qui est très suivi. On le fait chez nous aussi. Je ne veux pas détailler le temps d'apprentissage nécessaire. On a déterminé que c'était 6 semaines sur l'ensemble des bâtiments qu'on avait fait. En moyenne, c'est ça. Les bâtiments un peu particuliers, ça peut être différent. Quand je dis 6 semaines, c'est une espèce de moyenne. Hein. Si on a installé une école en juillet et août, le 2 septembre, on ne sait pas que les élèves arrivent ou on le sait mal. Donc, forcément, c'est 6 semaines de fréquentation, pas 6 semaines d'inoccupation. Est-ce que la prévision est suffisamment fiable pour piloter un système de régulation? Oui, on peut le faire parce qu'on les valide. Juste pour parler un petit peu de qualité de la donnée brute, donc un modèle de prévision, c'est comme sur l'extérieur, hein, si la donnée d'entrée est de qualité, la donnée de sortie pourra être de qualité. Voilà, une série temporelle d'un niveau de composés organiques volatiles totaux en air intérieur, ça peut ressembler à ça. Si on zoome un peu, vous voyez la donnée en orange, elle est hyper bruitée et elle peut mener à des mauvaises corrections. Et les mauvaises corrections, elles sont emmenées, elles produisent un mauvais pilotage. Donc, on a été obligé, par exemple, de ramener des algorithmes de lissage des données pour affiner ça et avoir une donnée de plus grande qualité. Le traitement, c'est du lissage, ça peut supprimer des valeurs aberrantes, ça peut être d'autres traitements, mais ce sont les traitements qui sont nécessaires parce que sans ça, globalement, c'est toute la chaîne de modélisation qui est affectée par ce bruit des données. Donc, les capteurs, c'est chouette, on peut en mettre pour relativement pas cher, mais par contre, il faut en faire un usage averti. Donc, c'est très chouette de pouvoir mesurer des PM1 avec un capteur qui coûte moins de 300 € pièce. Et par contre, il faut quand même être d'accord sur le fait que la donnée, elle est à 10 microgrammes près de base et qu'elle a un bruit qui est autour de plus ou moins 2 microgrammes par mètre cube aussi. Donc ça, il faut en tenir compte. Et là, on a un petit zoom pour vous montrer ce que c'est le niveau de bruit sur ce type de capteur et ce qu'on peut en faire une fois qu'on a traité ça en retirant les valeurs les plus aberrantes, en lissant les données, etc. Et c'est sur ces données ici en orange qu'on va faire tout notre travail. Et donc ça, c'est les choses qui ont dû être apportées par la suite. Donc à quoi ça sert de faire tout ça? Piloter la ventilation. Donc là, je vous ai juste mis une toute petite slide pour parler d'un cas d'étude sur une crèche qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Quand on est arrivé, le système de ventilation, il fonctionnait de 8h à 18h tous les jours. Il était éteint le week-end, enfin tous les jours de la semaine, il était éteint le week-end. Ça marchait pendant les vacances, ça marchait pendant les jours fériés, ça marchait tout le temps. Donc, il y a déjà une espèce de régulation un peu intelligente qui peut être faite, qui est de dire les jours fériés, c'est fermé, les vacances, c'est fermé. Et donc, déjà, on pourrait faire un gain énergétique. Et puis, en plus de ça, la ventilation, elle peut tourner à des mauvaises heures, des heures où il n'y a personne et finalement, on fait de l'occupation pour rien. On fait de la qualité de l'air pour pas d'occupants, ou alors elle peut travailler à des débits qui sont trop faibles et donc pas garantir une qualité d'air. Ou alors elle peut amener un pic de pollution extérieure en ventilant et finalement traiter un mal par un autre mal. Donc du coup, ce que fait Supervision, c'est de définir un objectif de qualité de l'air. Ici, pour ce projet, on a défini il ne faudra pas que ça dépasse 1000 ppm de CO2 dans l'ensemble des pièces et il ne faudra pas que ça dépasse 10 microgrammes par mètre cube de PM2,5 dans l'ensemble des pièces. Donc on dispose quelques capteurs dans ce bâtiment, en l'occurrence il y en a 4, et notre système de régulation, il va allumer la ventilation au débit nécessaire, au timing nécessaire pour gérer ça. Et donc, on voit en bleu ce que Supervision a prévu sur ces 2 jours-là par rapport à ce qui, en rouge, était montré comme étant le système de régulation le plus classique. On voit que par moment, on allume la ventilation un peu plus tôt. Donc, typiquement parce qu'on prévoit qu'il y a besoin de renouveler l'air avant que les gens rentrent. Ici, on le voit ici. Ça peut être des niveaux de qualité de l'air qui sont pas bons, mais qui sont pas graves en occupation, mais qu'on affine avant que les occupants rentrent. Et par contre, en cours d'occupation, on peut avoir des soucis parce que la ventilation, elle tourne trop fort et finalement, on fait de la consommation énergétique pour rien. Donc, dans ce projet-là, on a réduit l'usage de la conso de 75%. Donc, ça représente 15% des coûts énergétiques complets du bâtiment. Donc, c'est pas négligeable. Et dans le même
Et dans le même temps, on a amélioré la qualité de l'air parce qu'on a pu aussi éviter des pics de pollution air extérieur qui avaient pu à entrer dans le bâtiment à d'autres périodes. Et on a garanti l'ensemble des objectifs qu'on avait fixés. Donc voilà, ça c'est le genre d'application finale d'Indalo Supervision avec la chaîne complète, capteur, prévision, apprentissage sur les données des capteurs et système de régulation installé. Voilà, tiens, une dernière info, il y avait une ventilation double flux qu'on régulait. Voilà. Et j'en ai terminé, mais tu avais une dernière slide, Nadège, donc je vais te laisser juste la présenter. Oui, désolée pour cette gestion. Donc, si vous voyez effectivement mon dernier slide, en fait, on voulait juste résumer un peu la situation, c'est-à-dire que le projet MIAC, qui a été financé par le fonds de dotation R, donc nous a apporté 15 000 € et que ça a été une aide précieuse pour développer une expérience adéquate pour valider nos recherches. Les mesures dont on avait besoin n'existaient pas comme on voulait qu'elles soient disponibles. Donc, ça a été précieux. Et puis, ça nous a permis donc de développer une méthode de suivi et de prédiction de la qualité de l'air intérieur en environnement occupé. Et comme vous l'a montré Maxence, c'est une méthodologie qui est maintenant exploitée en opérationnel pour aller aider en fait des ERP à gérer leur qualité de l'air intérieur et pas exposer les populations, notamment les écoles, comme vous avez pu le voir sur le slide de Maxence. Donc, on a un projet en ce moment, un projet de recherche qui est coordonné par Maxence, par Octopus Lab, auquel on participe et auquel participe aussi Nobatech et Engie, qui a pour objectif de développer un système qui permette d'assurer en fait le confort thermique, la bonne qualité de l'air intérieur et aussi une consommation d'énergie. Mais ça, Maxence vous a montré que ça commence à être opérationnel aussi dans ces activités. Et ce que nous, on regarde plus spécifiquement en tant que laboratoire de recherche, c'est de ne plus regarder le bâtiment uniquement seul dans son environnement, mais de regarder aussi comment on peut tenir compte de l'environnement des bâtiments qui environnent le bâtiment étudié. Donc c'est un projet en cours. On espère avoir de beaux résultats bientôt. Maxence peut peut-être nous dire 2-3 mots quand même sur le logiciel Indalo Covid, puisqu'ils ont aussi exploité l'outil pour aller commencer à des travaux sur le lien entre pollution de l'air et santé. Donc, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire là-dessus, Maxence, si tu veux. Et puis, nous, en termes de recherche, des aspects qu'on aimerait pousser. Après, on verra si on a les finances pour pouvoir le faire. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Maxence ? Ouais, en une minute sur le Covid, si tu veux. Oui. En fait, le modèle de qualité de l'air, un cas, c'est des polluants gazeux ou particulaires qui se déplacent dans une pièce et qui interagissent avec des polluants d'à côté ou les surfaces ou le système de ventilation. Et on traitait du non-vivant. Et du coup, pendant le Covid, forcément, alors déjà, tous nos projets d'exploitation étaient en panne, donc on avait du temps. Donc on a adapté une méthode qui avait été créée en 2005 pour le SRAS, le premier SRAS en Chine. C'était une méthode qui a été développée par Boeing parce qu'il y avait des contaminations dans des avions, donc et environnement purement intérieur. Et on a réadapté cette méthode dans Indalo. Et donc en gros, on part du principe qu'il y avait 1% de nos occupants de nos bâtiments qui avaient une proba d'être affectés par le Covid. Et donc, dans leur expiration, ils expiraient des particules de salive, globalement, d'humidité. Et dans ces gouttelettes-là, on avait une fraction qui était une charge virale. Et on estimait le pourcentage d'infection des personnes saines en tenant compte du temps de vie de la charge virale dans une gouttelette, si elle tombe sur une surface, et on tenait compte du port du masque, du fait qu'il y ait un purificateur d'air dans la pièce, et du type de filtre, etc. Enfin bref, c'était pour aider un peu à la décision sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est face à une maladie virale indoor, quoi. Voilà,
Je pense qu'on a un peu débordé du temps. Je vais peut-être m'arrêter là. On a un peu débordé. Est-ce que vous Pas avez de des questions? souci. Alors, j'ai Eric Herbert qui a beaucoup de questions. Donc, Eric, si tu me le permets, je peux ouvrir ton micro pour que tu poses tes questions. Je ne sais pas si tu as accès pour ouvrir ton micro. Oui, on m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Ouais. Alors, oui, j'ai posé une première question, mais Maxime y a déjà répondu. C'était par rapport à l'évaluation des performances métrologiques des systèmes capteurs. C'est sûr que ça peut avoir un impact important sur les comparaisons au modèle. Nous, on évalue les microcapteurs dans l'air ambiant et on se rend bien compte des limites de ce genre de système. Et donc, oui, c'est sûr que quand on intègre ça dans un modèle, il faut faire attention à ce que ça remonte et à quoi on compare. Mais bon, j'ai bien compris que vous aviez travaillé sur le sujet. Ouais, je voulais savoir, c'était sur les dérives que vous aviez identifiées entre la mesure et le modèle. Est-ce que vous avez fait un travail de croisement avec des variables explicatives sur ces plages de dérives, je sais pas, par rapport à la température, à l'hygrométrie dans la pièce? Est-ce qu'il y a des facteurs D'interférence, vous voulez dire plutôt? ouais, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez identifié des biais entre la mesure et le modèle, est-ce que c'est corrélé avec des variables explicatives de température ou d'hygrométrie dans la pièce ou sur certaines concentrations de polluants? Enfin, voilà. Alors, alors, on a fait ce travail pendant la thèse de Corentin Berger et par la suite aussi, d'essayer vraiment de croiser toutes les données dans nos arbres de machine learning pour essayer vraiment d'identifier quelle variable a un impact sur notre résultat final ou sur juste notre donnée capteur ou l'interprétation qu'on fait de la donnée. Après, on se méfie aussi de ces interprétations-là parce que typiquement, il y a il y a des choses hyper contre-intuitives. Parce que, un exemple super simple, parce que je vois que vous avez mis température dans la liste des exemples, et ben comme les bâtiments refroidissent la nuit et on les chauffe quand il y a des occupants, le CO2 est corrélé à la température. Plus il y a de Oui, CO2, oui. plus la température est élevée. Du coup, c'est pas une cause à effet, c'est juste que on chauffe pour les occupants, les occupants émettent du CO2. Donc du coup, c'est des choses qui sont pas toujours évidentes à traiter en termes de est-ce que c'est concomitant, est-ce que c'est cause-conséquence de l'un ou de l'autre. Enfin, là, quand je le dis pour ça, c'est évident, mais il y a des trucs qui sont un peu plus tricky à déterminer. Donc ouais, on a essayé de faire ça et de réduire les choses, mais en fait, le fait qu'il y ait le modèle on revient à une erreur et on essaie de l'introduire dans le modèle pour aller vers une prochaine prévision et qu'on la vérifie en comparant avec ce qui s'était réellement produit, ça nous permet de pas emmener des biais normalement. Alors je dis pas qu'on a traité tous les biais, hein, parce que on n'a pas fait un travail de mettre des capteurs à côté d'appareils de référence dans la même pièce au même moment, etc. Mais normalement, on a un peu réglé ces problèmes-là. Et en termes de température et gros, alors, je sais pas, Eric, d'où Oui. vous venez, en fait, pardon, mais, À toi, Grand Est. ok. Du coup, en air intérieur, on a moins de variations de température et d'humidité. Enfin, les plages de variation sont beaucoup plus petites qu'en air extérieur. Globalement, un bâtiment, ça va de 18 la nuit à 22 la journée. Ça fait un plus ou moins 2 degrés. Et donc, du coup, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur que l'air extérieur. Donc, je pense qu'on est un peu moins sujet à ce genre de problème, quoi. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Ok. Et j'avais une dernière question, c'était sur les transferts de pollution extérieure-intérieure. Est-ce que vous avez mesuré au travers du modèle des contributions importantes de la pollution extérieure vers l'intérieur? Est-ce que globalement, bon, parce que voilà, la pollution n'est pas la même en extérieur et en intérieur, est-ce que vous, en intérieur, vous mesurez des contributions importantes des apports extérieurs? Est-ce que c'est très variable selon le type de bâti par rapport aux ouvertures, le type de ventilation, ou est-ce que, on va dire, ce qui est sûr, c'est que nos particules fines viennent de l'extérieur quasiment à chaque fois, parce que on corrèle pas beaucoup l'émission enfin en tout cas dans des écoles ou des choses comme ça, il y a pas une grosse corrélation entre la présence d'occupants et
une source nouvelle de particules fines. Donc, notre particule fine, elle est assez corrélée juste avec ce qui se passe dehors. Et donc, dans notre indice sanitaire, alors, c'est peut-être pas très visible ici, mais en gros, je vais essayer de zoomer là. On a défini un indice sanitaire qui, en gros, est une espèce de somme de contribution des polluants en fonction de leur toxicité, quoi. Donc voilà, ça nous permet juste de les remettre sur une même échelle en fonction des valeurs guides de chacun des polluants. En air intérieur, la plupart du temps, notre problème sanitaire, il vient des particules fines. Donc, ouais, c'est quand même un transfert extérieur vers intérieur qui crée le vrai problème sanitaire. Si on met de côté le Covid qui vient et qu'on peut un peu avoir le CO2 comme proxy, si on parle pas de celui-là, on peut se dire que c'est quand même les particules qui sont notre vrai problème sanitaire à traiter dans les bâtiments. COV, comme on est sur un capteur non spécifique, on peut rien en dire, quoi. On dit qu'en dessous de 1000, ça va, au-dessus de 1000 microgrammes par mètre cube, ça va plus, mais on sait pas, on n'en connaît pas la toxicité, donc on n'en fait pas grand-chose, quoi. Ouais. Alors peut-être qu'avec le capteur Nemo, vous avez peut-être possibilité aussi d'avoir de l'aldéhyde, non? Enfin, Ouais, on avait du formaldéhyde dedans, effectivement. Alors je sais plus là, je n'ai pas les résultats en tête du projet MIAC, mais globalement, les mesures formaldéhyde dans les bâtiments, on n'en a pas beaucoup, quoi. Enfin, il y a pas, on a quelques bâtiments sur notre parc avec des Nemo XT qui nous permettent d'avoir le formaldéhyde à une résolution de 10 minutes sur une semaine, mais c'est pas le cas général de nos bâtiments, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ouais. Très intéressant comme projet. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Parce que dans les questions-réponses, il n'y a pas de questions. Alors, j'ai une autre question. En mettant de côté l'aération, quel type d'actions sont possibles pour réduire ou éviter d'avoir une accumulation de la pollution dans l'air intérieur? L'air intérieur est-il réglementé de la même manière que l'air extérieur? Bah, ouais, sans parler de travaux, il y a des gens qui posent des purificateurs d'air. Alors, les purificateurs d'air, ils ne sont pas efficaces sur tous les polluants ou à des degrés variables selon les purificateurs. Et ça reste une solution de dernière intention, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Et non, en termes de réglementation, la réglementation à l'intérieur, c'est différencié en fonction de l'usage du bâtiment et c'est pas sur les mêmes polluants que l'air extérieur, quoi. C'est formaldéhyde, CO2, benzène sur les écoles. Le logement, pour l'instant, c'est uniquement de l'humidité. La réglementation, elle passe que par la ventilation et que par le traitement de la ventilation dans les pièces humides, en gros, en cuisine, salle de bain, toilette. Maintenant, c'est plutôt la labellisation, la certification des bâtiments qui vient mettre un cadre au-delà du réglementaire pour pousser à faire de la qualité, quoi. Mais le purement réglementaire n'est pas très suffisant. Et après, il y a des environnements spécifiques avec des valeurs d'expo professionnels qui définissent un peu des normes, quoi. Nous, on travaille sur les piscines avec la mesure de la chloramine et du coup, c'est une VLEP qu'on suit. Il y a aussi des valeurs toxicologiques de référence pour la chloramine et après, en fonction des types de bâtiments et des usages, il y a des valeurs guides, quoi. Je pense qu'on peut peut-être aussi mettre l'accent sur les pratiques, hein. Maxence, tu as beaucoup parlé Oui, je parle du équipement, mais bâtiment, c'est de l'usage, quoi. Voilà, il y a la question des usages, peut-être faire de la préconisation pour éviter les parfums, les bougies parfumées, mais bon, bref, les bougies. Ouais, les produits de nettoyage sans. C'est-à-dire, si on ne parle pas d'aération, parce que l'aération, c'est quand même le meilleur moyen d'essayer de réguler la qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. Après, il y a effectivement l'activité qu'on mène dans son bâtiment. Et là, là, c'est encore un autre type de questions qu'on n'aborde pas, mais qui sont abordées par d'autres. Ok.
Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Nadège, merci Maxence. Je pense qu'on va arrêter sur les C'est vrai. questions. On a un petit peu dépassé par le temps. On a dépassé, désolé, on s'est C'est emballé. pas grave. C'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Je vous en remercie. Au revoir.